Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'acteur de la société civile Haruna Maïga a été libéré cet après-midi de la prison civile de Niamey après 3 mois de séjour. Sorti de la prison, il a été accueilli par les parents, amis et connaissances. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Après avoir passé 3 mois en prison, suite à une plainte déposée par un ancien ministre de la Défense nationale, l'acteur de la société civile, Idrissa Haruna Maïga, est désormais libre. À sa sortie de prison, il est accueilli par les parents, amis et connaissances. Une joie immense pour l'acteur de la société civile. Je suis privé de ma liberté, mais j'étais fier parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là en train de me soutenir. La solidarité agissante qu'on dit, elle ne m'a jamais fait défaut. C'est pourquoi, vous avez vu, j'ai même pris un peu de poids. C'est parce que dehors, je sais que les gens sont en train de se battre, puisque lorsqu'on est dans leur main, on ne peut rien, mais c'est ceux qui sont dehors qui sont en train de travailler. Et Dieu seul sait qu'ils ont fait un travail immense. C'est ce qui nous a valu cette liberté aujourd'hui. Donc c'est un motif de satisfaction. Et je dois ajouter pour dire que les raisons ou motifs pour lesquels on nous a jetés en prison, ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer de plus belle. Cette arrestation ne va rien faiblir dans mes actions de dénonciation pour le retour de la paix, rétorque Idrissa Haruna. Nous le faisons non pas pour la région de Tillabéri dont certains pensent, mais c'est pour le Niger. Parce que partout, dans tous les compartiments du Niger, aujourd'hui, il y a l'insécurité. Par conséquent, notre travail fera tache d'huile partout où, en tout cas, les gens sont menacés. Et donc, nous n'allons pas croiser les bras. Ceux qui hésitent, il faut qu'ils se disent que personne ne fera ça à notre place. Il nous appartient à nous tous de nous mettre la main dans les mains, oublier nos petites querelles, oublier nos petites incompréhensions, pour qu'on se donne la main et pouvoir faire le travail pour que notre pays puisse sortir en tout cas des chantiers battus. Il ne peut pas avoir de développement sans sécurité. Donc nous œuvrons pour que la sécurité règne partout au Niger, ce n'est pas à Tillabéri seulement. Je vous remercie. Le redéploiement au Niger des militaires européens annoncé par le président français Emmanuel Macron sera vigoureusement combattu, a-t-il indiqué, avant d'être accompagné par les siens. Ouverture hier à la salle de réunion de Tabakadi d'un atelier national des acquis du cycle électoral 2017-2021 organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette rencontre est la deuxième d'une série de 4 ateliers qu'entend organiser la CENI avec l'appui du PNUD. Le point avec Adam Soumana sur les images de la télévision Dunia. La présente rencontre se veut une suite logique de la série d'échanges entamée par la Commission électorale nationale indépendante le 14 février dernier. Rencontre rendue possible grâce à l'appui du système des Nations Unies, dont la représentante se réjouit de la qualité du travail abattu par la CENI. Je voudrais, au début de mon propos, féliciter la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation de 4 ateliers nationaux qui concrétisent la vision d'une CENI permanente et professionnelle dans le cadre de la capitalisation du cycle électoral 2017 à 2021. Je suis heureuse d'être parmi vous et je me réjouis encore une fois de la qualité du partenariat qui lie notre institution à la Commission électorale nationale indépendante permanente. Procédant à l'ouverture de l'atelier, le président de la CENI s'est apaisanti sur l'objectif visé à travers la présente rencontre. Les journées d'aujourd'hui, 16 février 2022 et 17 février, seront consacrées à l'examen du rapport provisoire sur les violences pré-, pendant et post-électorales. Le Niger est un pays où le vivre ensemble est une valeur cardinale. Or, l'examen rétrospectif des conditions de déroulement des scrutins 2021 révèle que malgré les nombreuses séances de formation, d'information, de sensibilisation, quelques incidents violents ont été enregistrés à l'issue de la proclamation des résultats définitifs. En conséquence, les recommandations ont été formulées dans un seul objectif,
parvenir à identifier, prévenir, éviter les risques de violence pour les futures élections à venir. Les bonnes pratiques en matière électorale au regard des normes internationales recommandent aux pays de mettre en place un cadre normatif harmonisé et inclusif pour la coopération et la concertation pérenne entre l'organe de gestion des scrutins OGE et les autres acteurs électoraux. Les constats et propositions du groupe de travail dédié à cette tâche vous seront présentés dès les 18 et 19 février. Ainsi, 2 jours durant, les participants à cet atelier sont appelés à faire une analyse des violences électorales et recommandations pour une meilleure gestion des violences en matière électorale en vue d'une capitalisation des acquis du cycle électoral 2017-2021 du Niger. Ouverture ce matin de l'atelier de validation du projet de plan d'action du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Un atelier organisé par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia dans le cadre de l'élaboration et la mise en œuvre d'un dispositif de réduction ou d'atténuation de risques de corruption. Le compte-rendu avec Nafissatou Yahya et Halidou Bourema. Il s'agit pour les participants à cet atelier organisé par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia d'amender et de valider le projet de plan d'action proposé par la cellule bonne gouvernance du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour une meilleure prise en compte de la gouvernance dans le dit secteur. Après la mise en place des points focaux et de cellules, la stratégie a consisté à faire une analyse des différents éléments relatifs à la gouvernance du secteur. Il s'agit en particulier de l'organisation administrative, de l'analyse et de la planification des actions, de leur mise en œuvre et du processus de suivi et évaluation. De façon globale, il s'est agi de faire le point du niveau de prise en compte de la dimension bonne gouvernance afin de proposer des mesures correctives visant à enraciner les principes de la transparence, d'intégrité et de redevabilité dans tous les segments du ministère. Le résultat de cette démarche volontariste se traduit par la mise à disposition du présent projet de plan d'action objet de votre rencontre de ce jour. Je vous invite à examiner le document et à formuler des propositions enrichissantes. Pour la mise en œuvre effective de ce plan d'action, la représentante du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a réitéré l'engagement de son ministère à s'impliquer à tous les niveaux. La lutte contre la corruption occupe une place de choix dans le programme de gouvernance de son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État. C'est pourquoi notre ministère se fait le devoir de se placer résolument dans cette dynamique de promotion des services publics de qualité à travers la mise en œuvre des actions identifiées dans le plan d'action objet de notre rencontre. Je saisis cette occasion pour souligner l'intérêt que revêt pour nous cet atelier de validation du plan d'action issu de l'analyse institutionnelle de la gouvernance au sein de notre département ministériel. À ce stade, je voudrais réitérer l'engagement de notre département ministériel à s'impliquer à tous les niveaux pour une mise en œuvre effective du plan d'action. Dans cette entreprise, je ne doute point de l'appui que la ALSIA et le Haut Commissariat à la modernisation de l'État continueront à nous apporter, ainsi que celui des partenaires techniques et financiers de notre pays. Cet atelier, faut-il le rappeler, rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Presque une année après la fermeture de la Cominac, où en est-on avec la réhabilitation du site industriel? Comment syndicalistes et anciens agents de la compagnie apprécient-ils cette fermeture? Quelles sont les possibles orientations de la commune d'Arlit sur le plan économique? Des réponses dans cet élément du studio Kalangou.
Le 31 mars 2021, la mine d'uranium exploitée par Cominac, une filière du nucléaire Orano, a cessé ses activités. Le réaménagement de cette infrastructure est un défi que doit relever le Niger, explique Moussa Babele, directeur départemental des mines d'Arlit. Il indique également que l'option choisie par la mine est le noyage de plusieurs centaines de kilomètres de galeries. L'aménagement du site, ce n'est pas une petite affaire, et c'est aussi une première au Niger. Et nous avons l'obligation de la réussir. Et la Cominac aussi n'a pas intérêt à le bâcler, parce qu'il y a un coût. C'est lui qui finance le coût. Et si ça tourne mal aussi, c'est lui qui va mettre la main dans la bouche. La mine sera noyée, mais pas maintenant. Il faut minimum 30 ans, 40 ans, voire 50 ans. L'usine de traitement, l'option qui était retenue, c'est le démantèlement. Tout ce qui est contaminé, ce qui est radiologiquement contaminé sera enfui au niveau de la versée à résidus. Parce que si on rétrocède la population, ça risque ça va amener des problèmes de santé. Cette fermeture n'a pas été bien accueillie par les sous-traitants, mais également par d'anciens agents de la compagnie. Ils évoquent certaines irrégularités, dont la prise en charge médicale qui n'est toujours pas effective. On a vu des gens qui ont eu des accidents du travail pendant que Cominac est en train de fermer, avant même la fermeture, mais on les a fait, peut-être c'est pas du tout logique. La prise en charge par rapport à la santé, c'est des accords qu'on a signés avec Karen Assurance Niamey pour 5 ans. On a dit que l'accord sera mis à compter du 1er mai 2021 pour la prise en charge. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas effectif. Ils ont dit que c'est 90% qui vont gagner. C'est écrit derrière la carte. Une cathédrale clinique tenait 10 000 francs. Ce qui est ma consultation. 90% des gens qui avec Cominac, aujourd'hui nous sommes en justice. On a fait un PV de non-conciliation avec des entrepreneurs parce que c'est l'entreprise qui va payer tes droits légaux. Aujourd'hui, à peu près 630 et quelques agents statutaires, y compris 800 et quelques sous-traitants. Et ces gens-là, ils sont en chômage. Il faut que l'État fasse quelque chose au niveau d'Arlit. Depuis 2010, la commune urbaine d'Arlit a commencé à développer un programme dénommé Arlit après les mines, indique Maouli Abdurrahman, le maire. Ceci dans le but de créer des secteurs économiques qui ne dépendront plus des mines. Nous avons un projet de faire d'Arlit un pôle de transformation des produits agricoles de toute la région d'Agadez. Pourquoi? Parce que nous avons l'espace, nous avons les ressources humaines, c'est-à-dire ces gens qui ont quitté cette société-là aujourd'hui, ils peuvent tourner même des usines à plus forte raison, des petites unités industrielles. Le deuxième projet, c'est la transsaharienne. La transsaharienne, c'est cette route qui quitte Alger et qui se jette dans le lac Tchad jusqu'à N'Djamena également et au Nigeria. Et ça va aussi permettre à faire des échanges libres commerciaux et faire d'Arlit quand même un point en tout cas d'attraction sur le plan commercial et qui va être quand même dissipé, Inch'Allah. Et ça va être un point extrêmement important et incontournable. Je vous donne lecture de cette brève. Un feu s'est déclaré cet après-midi dans 3 écoles de Niamey dans le quartier Kouarakanou. Il s'agit de 2 jardins d'enfants et une école primaire. L'inédit, c'est que le feu s'est déclaré simultanément dans ces écoles-là. On ignore pour le moment les raisons de l'incendie. Le président de la Commission nationale des droits humains, Mati El Hadji Moussa, a procédé ce matin à l'installation officielle d'un comité technique chargé de la relecture des textes et l'élaboration d'un plan d'action 2022-2023 à la CNDH. C'était en présence des partenaires techniques et financiers de la CNDH. Ismaël Moumouni pour le compte-rendu. Les difficultés approuvées lors des renouvellements des membres de la commission et aux insuffisances observées dans la gestion administrative et technique de l'institution a conduit la Commission nationale des droits humains, CNDH, à la mise en place d'un comité technique chargé de la relecture des textes et de l'élaboration du plan d'action 2022-2023 de l'institution. Le responsable de cette institution dresse ses attentes vis-à-vis du comité. Le souci est de parvenir dans un premier temps à des textes adaptés aisément applicables, donc cohérents les uns avec les autres, exemptés de vide juridique,
de difficultés d'interprétation et sur un second temps, de parvenir à une meilleure optimisation des ressources dans toutes les perspectives envisagées dans l'atteinte des objectifs assignés à l'institution. Cette démarche s'inscrit également dans la construction d'une nouvelle vision stratégique cohérente et partagée, c'est-à-dire une vision à travers laquelle toutes les ressources humaines et matérielles de l'institution partagent la même représentation du futur et sont utilisées dans un cadre d'intervention bien déterminé, tendant à conduire les actions coordonnées à travers une planification bien établie à court, moyen et long terme. Compte tenu des tâches ardues qui les attendent, le président de la commission exhorte les membres du comité à travailler en synergie pour le bien de la CNDH. Il ne faudrait pas perdre de vue que ce travail est d'une grande utilité pour la Commission nationale des droits humains. La Commission nationale des droits humains, par ma voix, vous assure de sa disponibilité à travailler ensemble avec vous pour faire progresser dans notre pays les valeurs démocratiques et républicaines dans le sens de répondre aux nobles aspirations du peuple nigérien à la paix, à la sécurité, à la stabilité, pour l'avènement des Niger radieux et prospères. Sur ce, je déclare officiellement installé le comité technique chargé de la relecture des textes et de l'élaboration du plan d'action 2022-2023 de la Commission nationale des droits humains. Le comité composé de 19 membres dont à sa tête, Mme Kako Fatima, est réparti en 2 sous-comités dont l'un est chargé de la relecture des textes et l'autre de l'élaboration d'un plan d'action de la Commission pour la période 2022-2023. Les militaires européens chargés de lutte contre les bandits armés non étatiques vont quitter le Mali pour le Niger. Le président français l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse, ce qui a suscité ce commentaire signé Ismaël Moumouni. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Par ces mots, la France annonce le redéploiement au Niger des militaires européens liés par le Mali. En effet, ces militaires de la Barkhane ont atterri au Mali officiellement pour soutenir les forces maliennes de venir à bout de l'insécurité engendrée par les bandits armés non étatiques. Mais force est de constater que malgré leur présence, les forces du Mali continuent à endeuiller les Maliens, mais de-delà sèment le trouble dans l'ensemble de l'espace sahélien, dont les pays les plus affectés demeurent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Malgré leurs moyens, ils sont incapables de venir à bout de ceux qui sèment le trouble dans la zone des 3 frontières, qui ne cesse de compter ses morts. Ainsi, sous la pression de la junte au pouvoir à Bamako, soutenue par le peuple malien, la France, avec ses partenaires européens, décide de se retirer du Mali après 9 ans d'intervention. Des militaires européens chassés pour incompétence notoire vont venir faire quoi au Niger? En tout cas, tout sauf sécuriser notre territoire, surtout qu'ils disposent déjà des bases militaires et avec leurs communications, leurs drones et leurs avions de chasse, ils n'ont pas pu empêcher l'attaque d'Inates, Chinagoder, etc., etc. Le Niger, comme la France, sont des États souverains. Alors on ne peut pas vouloir empêcher à une nation un choix contre son gré, à moins d'avoir un valet local à sa solde. De la même manière qu'ils ont échoué au Mali, ils ont également échoué au Niger. Surtout que leur présence est synonyme de malheur. Monsieur le Président, le peuple nigérien ne va jamais accepter l'installation ou la présence des forces militaires sur notre territoire. Le drame de Terra est une illustration. Bazoum Mohamed, de ce fait, vous devrez obéir à l'aspiration de votre peuple et non au président français, qui est en perte de crédibilité même dans son pays. L'armée nigérienne est une armée redoutable et capable de mettre en déroute tout ennemi, et quelle que soit sa provenance, elle ne demande que d'être équipée. Monsieur Emmanuel Macron, occupez-vous de vos affaires, surtout que vous risquerez d'être dans les poubelles de l'histoire comme votre prédécesseur. Le peuple nigérien est un peuple fier.
est souverain et n'acceptera jamais que son armée soit reléguée au second rang au détriment d'une armée dont le pays n'a pas d'amis mais que des intérêts. Suite au décès de leur camarade Nouridine Alio Sekou, les scolaires de la ville de Niamey ont entamé aujourd'hui une grève de 72 heures. Les détails dans ce reportage signé Hamza Sakou et Chebou Guissou. Le 15 février dernier, un des scolaires de la ville de Niamey a perdu la vie suite à des tirs de balles sur la voiture dans laquelle il se trouve au quartier Riyad. Et pour la section du lycée et collège de Niamey, la scène s'est déroulée outre qu'avait dit le procureur de la République, près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Tout le monde sait ce qui s'est réellement passé. Quand nous avions compté les balles, on a eu à voir au-delà de 4 balles sur le véhicule. Ça, c'est les balles que tout le monde c'est visible à l'œil. On a les images sont sur les réseaux sociaux. On a eu à compter au-delà de 4 balles. Que le procureur dit que celui qui a tiré n'a pas essayé de tirer les élèves ou bien quelque chose du genre. Dans tous les cas, ça c'est sa perception, c'est sa façon de voir les choses, c'est les contre-indicts qu'on lui a eu à lui faire. Mais nous, ce que nous savons, aujourd'hui, en plein public, à Niamey, dans la capitale de Niamey, les camarades sont en train de faire des affiches. C'est quelque chose qui n'est pas méconnu par tout le monde. Un véhicule bien matriculé, vous les voir en train de conduire avec ses camarades, les tirer dessus en disant que c'est parce qu'ils ressemblent à des terroristes. Où en sommes-nous? Nous ne pouvons pas cautionner cela. Par rapport aux propos du procureur, c'est les contre-indicts qu'on a eu à lui faire. Nous aussi, nous avons nos informations, les témoins, les camarades qui étaient sur la scène, et nous ont rapporté aussi, nous avons nos informations, nous avons tout à notre disposition. Les camarades qui étaient sur scène, qui l'acte s'est passé devant eux, ils nous ont dit que vraiment c'est la garde nationale qui a tiré et c'est la garde nationale qui les a poursuivis. Et je vous le rappelle, les gardes ont essayé même de tirer sur nous, ils ont chargé sur nous. Nous avons les images et nous avons tout. Et ça, là, nous ne pouvions pas le cautionner. Dans un état de droit, dans un état où la démocratie y est, à tort et à travers, les militaires ne peuvent pas charger sur des pauvres élèves que nous sommes. Nous ne sommes pas armés. Nous n'avions pas des armes blanches aussi. Nous avons qu'un nommé. Où en est la démocratie? Une situation qui a conduit ces scolaires à observer une grève de 72 heures à compter du 17 février afin d'honorer la mémoire de Nouridine Alio Sekou et réclame justice. Alors, concernant le mot d'ordre toujours, au niveau de la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey, hier nous sommes pris en assemblée générale. Nous avons statué sur tous les faits et nous avons lancé un mot d'ordre de 72 heures qui commence aujourd'hui pour deuil. Le mot d'ordre de 72 heures est un mot d'ordre de deuil. Nous allons d'abord observer ce deuil-là de 72 heures au niveau de la région de Niamey. Après, nous allons nous prendre en assemblée générale après l'expiration de ce mot d'ordre pour statuer sur quel mécanisme prendre. Mais nous maintenons nos points de la déclaration conjointe, qui est d'abord la libération des camarades victimes qui étaient dans le véhicule qui ont été arrêtés. Maintenant, le seul point qui est le point phare d'ailleurs, qui est la justice. Par rapport à ça, nous sommes fermes et catégoriques. Nous ne pourrions jamais accepter à ce que ces camarades-là, celui qui l'a tué, ne soit pas traduit à la justice. Nous serons intransigeants. Nous serions à un point où nous ne pourrions même pas accepter à ce qu'il y ait cours si justice n'a pas été faite. Par rapport à ça, vraiment, nous sommes fermes et catégoriques. Le Niger est un pays de droit. Ainsi, comme le stipule l'article 11 de la Constitution nigérienne, la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Le Centre international de conférence Mahatma Gandhi a abrité hier matin le 3e forum des mines et du pétrole de la CEDEAO ECOMOF 2022, une rencontre ouest-africaine de 3 jours qui vise l'intégration des industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le compte rendu est signé Adam Soumana sur les images de Dunia TV.
Responsables politiques, experts et autres acteurs des secteurs de l'énergie, du mine et du pétrole ouest africain se retrouvent par la présente rencontre qui se veut le 3e forum des mines et du pétrole de la CEDEAO et COMOF. Ce rendez-vous de la capitale nigérienne vise à se pencher sur l'intégration des industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales. Occasion pour les ministres nigériens en charge des questions objets de cette rencontre de faire la genèse de l'accueil par notre pays de cet événement et les profits tirés jusque-là par le pays dans les industries extractives. Je voudrais souligner que pendant des décennies, le Niger a été coté parmi les premiers pays producteurs d'uranium à travers son exploitation par la compagnie minière d'Akuta et la Société des mines de l'Aïr, dans un partenariat multipartite associant des groupes japonais, espagnols, chinois, français. Avec ce minerai d'importance stratégique, le Niger a pu vivre toutes les étapes d'une activité minière, partant de l'exploration à la fermeture d'une mine et la réhabilitation des sites. Le boom de l'uranium a été pour le Niger l'opportunité de démarrer un vaste programme d'investissement socio-économique. Pour cette édition, la candidature de la République du Niger a été retenue, puis un protocole d'accord fut signé le 4 novembre 2019 entre la CEDEAO et notre pays. Initialement prévu se tenir en septembre 2020, le forum a vu plusieurs reports suite à l'état d'urgence sanitaire instauré dans plusieurs pays de la sous-région pour cause de pandémie de la Covid-19. Prenant la parole à son tour, le commissaire en charge des questions énergétiques et minières de la CEDEAO, représentant le président de la commission Jean-Claude Cassibrou, il est revenu sur la pertinence de ce forum. L'événement qui nous rassemble ce jour, à savoir ECOMOF, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un texte communautaire majeur. Et ce texte a été adopté en 2011. C'est la politique de développement des ressources minérales de la CEDEAO. En effet, le traité révisé de la CEDEAO de 1993 dit en tant que peuple, nous souhaitons créer une région sans frontières, une région pacifique et cohérente, une région fondée sur la bonne gouvernance et où nous avons la capacité d'accéder à nos ressources et de les exploiter grâce à la création d'opportunités pour un développement durable. Procédant à l'ouverture officielle de ce forum, le chef du gouvernement nigérien a de prime abord souligné le contexte sécuritaire et politique régional dans lequel se tient cette rencontre avant de donner les raisons relatives à son insistance sur le contexte actuel. Si j'ai tenu à faire ce développement sur le contexte politique et sécuritaire de notre région, c'est pour souligner la nécessité de la stabilité institutionnelle, de la paix et de la sécurité pour toutes les actions de développement au titre desquelles l'exploitation minière et pétrolière objet du présent forum. Il se trouve que dans ce domaine, dans le domaine minier et pétrolier, notre région en particulier et le continent africain de manière générale dispose d'un potentiel important qui, judicieusement exploité, peut être une source de croissance inclusive et de développement. L'Afrique est un continent riche en matières premières, notamment minières et pétrolières. Notons enfin que ce forum nourrit de nobles ambitions dont, entre autres, mettre en valeur le potentiel minier et pétrolier de l'espace communautaire, favoriser l'intégration socio-économique régionale, développer l'exploitation minière artisanale et de petite échelle, organiser des bases de données géologiques minières et pétrolières dans les États membres de la CEDEAO. Cérémonie de présentation de vœux hier après-midi par la coordination du système des Nations Unies au Niger, cité dans le jardin aménagé du siège du dit organisme en présence de plusieurs membres du gouvernement et des représentants diplomatiques. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. Par la présente cérémonie, la coordination du système des Nations Unies au Niger entend présenter ses vœux le meilleur de la toute nouvelle année 2022.
Occasion pour la coordinatrice résidente de faire un rappel des succès enregistrés par son organisme dans les différentes interventions grâce au leadership du gouvernement, tout en ne manquant pas de formuler 4 vœux qui se préfigurent un principal objectif que les systèmes envisageraient d'atteindre dans une collaboration fructueuse. Premièrement, au regard des événements récents dans la sous-région, continuons à consolider la paix et la stabilité sur l'étendue du territoire et à initier des actions fortes telles que la récente désignation du représentant de l'opposition et le dialogue politique avec les différentes composantes de la société civile. En second lieu, conscient des périls imminents pour les populations, notamment en termes de sécurité alimentaire, de pluviométrie capricieuse et de virus aux vagues cycliques, œuvrons à toujours améliorer notre préparation à la gestion des crises, en plaçant l'accent sur le renforcement de la résilience des populations exposées aux multiples chocs que connaît le Niger. Tertio, en prenant avantage de la formulation de nos documents stratégiques, tant du côté national, je parle du plan de développement économique et social, que chez les Nations Unies, notre cadre de coopération, que chez les partenaires. Et hier, nous avons lancé le plan de réponse humanitaire pays. Renforçons la synergie de nos interventions à travers des cadres de concertation plus rationalisés. Enfin, quatrième vœu et peut-être note d'espoir, soutenons avec énergie l'effet d'émulation induit par les modèles nigériens. Ces dignes filles et fils du Niger qui s'engagent auprès des populations et qui sont, je cite, capables de voir la lumière malgré l'obscurité, comme le disait le grand archevêque Desmond Tutu. Dans son intervention, le ministre délégué aux Affaires étrangères a quant à lui réaffirmé l'adhésion du Niger au multilatéralisme dans la quête des réponses immédiates, tout en louant l'engagement du système des Nations Unies aux côtés du Niger dans toutes les politiques publiques entreprises au profit du peuple nigérien. Je voudrais d'abord exprimer, Madame l'ambassadrice, Son Excellence Madame Louise Aubin, toute notre gratitude pour les mots si gentils et aimables qu'elle vient de présenter à l'endroit de notre président de la République, Son Excellence Mohamed Bazoum, et de son gouvernement et du peuple du Niger. Je la remercie également pour avoir reconnu les efforts que le gouvernement et le peuple du Niger sont en train de dérouler pour faire face aux défis et aux enjeux du moment. Durant le mandat de notre pays, au sein du prestigieux organe onusien qu'est le Conseil de sécurité, le Niger a œuvré inlassablement pour promouvoir les questions africaines et régionales autour des thématiques liées au réchauffement climatique, à la sécurité, à l'éducation, à la lutte contre les inégalités, notamment celles relatives au genre ainsi que les défis engendrés par la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée au Sahel. Il s'était également agi au cours toujours de cette assise, rendre un hommage à 4 Nigériens parmi ceux qui se sont le plus démarqués, soit pour leur engagement pour le bien-être des communautés, soit par la réalisation des œuvres dont les qualités ont transcendé les frontières du Niger. Et enfin, pour rendre mémorable cette cérémonie, un chameau bien anarché a été offert en guise de cadeau à la coordinatrice par le ministre délégué aux Affaires étrangères. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Paris.